Vous nous connaissez à Investigation. On aime bien les gros chantiers, ceux qui coûtent beaucoup d'argent et qui prennent des années pour s'achever. On vous présente le futur musée d'art contemporain. Le musée Canal, Centre Pompidou. Cet ancien garage de 42 000 m² situé à Bruxelles, le long du canal, est en rénovation. Et ce jour-là, sous le soleil, au milieu des ouvriers qui travaillent encore et toujours, c'est l'effervescence. La presse belge au complet est invitée. Les petits plats sont dans les grands pour ce point presse organisé sur le chantier directement. Bonjour, vous arrivez dans la future boulangerie, donc vous pouvez vous prendre un petit café, un petit croissant, tout est déjà là. Sous ces casques, ce ne sont donc pas des ouvriers, mais des journalistes. Une petite cinquantaine ont fait le déplacement. L'homme là, à gauche, qui se prépare un thé pour prendre soin de sa voix avant son discours, c'est Yves Goldstein, le directeur général du futur musée. Ce matin, il peut enfin annoncer la date d'ouverture. À ce jour, 85% du chemin a été accompli, puisque c'est dans 1 an et demi, le 28 novembre 2026, que Canal Centre Pompidou va ouvrir ici même. Un soulagement, on le devine, pour toutes les équipes. Car le chantier a pris 3 ans et demi de retard. Alors, les salariés de la Fondation Canal sont fiers de présenter le projet sur lequel ils travaillent depuis plusieurs années. Il y a même le directeur du Centre Pompidou, le partenaire de luxe parisien avec qui Canal s'est associé. C'est toujours un plaisir de venir à Bruxelles. Je suis arrivé ce matin et je suis très heureux puisque c'est un jour toujours important de voir l'évolution de ce chantier qui est l'un des plus importants d'Europe en matière de musée. Mais ce projet est financé à 100% par la région, dont les comptes sont dans le rouge et qui n'a pas encore de gouvernement. Des incertitudes qui pourraient menacer le musée et remettre en cause son financement. Yves Goldstein est l'homme incontournable. Il pilote depuis 10 ans toutes les étapes du projet. Pour lui, la machine ne peut plus s'enrayer. Je ne peux pas imaginer une seule seconde que le gouvernement bruxellois, quel qu'il soit, n'ira pas jusqu'au bout de ce projet. Il n'y a plus d'autre destination possible que l'affectation de ce lieu en un musée. Comme disait Barack Obama pendant les dernières minutes de sa campagne, « There is no way back ». Il n'y a pas de chemin en retour. Cet ancien garage Citroën sera un musée. On vous offre un ticket d'entrée pour le futur temple bruxellois de la culture. Un musée 2.0, une véritable ville dans la ville. L'idée, c'est pas de faire quelque chose d'élitiste, c'est de faire quelque chose d'ouvert, en fait, et d'ouvert sur les différents quartiers. Mais les travaux ont pris du retard. L'amiante qui a été découvert, donc la nécessité de démonter des éléments métalliques pour les traiter, pour les remettre. On a passé au crible les dépenses publiques liées à ce projet monumental. Il y avait la possibilité, de mon point de vue en tout cas, d'avoir un projet plus sobre. Il n'y a pas un musée fédéral qui a un budget pareil. Payé entièrement par la région bruxelloise, en grande difficulté financière. Même si elle arrêtait de dépenser le moindre cent, il faudrait plus de 2 ans pour rembourser sa dette. Un projet critiqué pour sa gestion. Cette obsession du secret, cette obsession donc de la confidentialité est de notre point de vue un problème de gouvernance. On est allé à la rencontre du partenaire parisien pour comprendre ses motivations. On assume le côté peut-être un peu opportuniste de notre stratégie internationale. À Bruxelles, une partie du milieu culturel se sent délaissée. Nous connaissons tous les Français, ils ne vont pas payer pour notre gloire. On va payer pour eux, leur gloire. Mais pour ses créateurs, le musée Canal ne peut plus échouer. C'est pas moi qui décide, c'est le public qui va décider. Nous allons vous raconter l'histoire du musée qui pourrait être le plus cher de Belgique. Pour commencer notre enquête, on a passé du temps dans le quartier.
le musée Canal n'a pas choisi l'endroit de la capitale qui a la meilleure réputation. Situé à la frontière entre la ville de Bruxelles et Molenbeek, cet espace a été longtemps délaissé. Et pour mieux comprendre, rien de tel que d'aller voir les voisins. Quelles sont les attentes et les craintes des habitants? Il y a 25 ans, le quartier était un quartier assez difficile. C'était un quartier où il y avait assez bien de petite criminalité. À ce moment-là, on l'appelait Chicago. Eric Van de Zandt habite ici, dans cet appartement, juste en face de l'ancien garage, depuis les années 2000. Eric est en quelque sorte le porte-parole des habitants. Il est le président du comité de quartier. Avec le temps, notre quartier s'est amélioré, pas par pas, année par année, pendant 20 ans, jusqu'à ce que Covid est venu, et l'après-Covid surtout a été dur pour nous. Là, tout à coup, on a vu beaucoup plus de sans-abri, beaucoup plus de personnes qui prennent de la drogue, beaucoup plus de trafic de drogue aussi, et aussi de la criminalité qui est liée avec cette drogue. À un tel point que la station de métro, située en bas de ses fenêtres, a été identifiée par les autorités comme l'un des 17 points de deal les plus importants de la capitale. Vous pensez que ce musée va vous sortir en fait de cette situation-là? Le musée, en tout cas, va mener au fait qu'il y aura plus de contrôle social, il y aura plus de visiteurs, il y aura plus de gens sur les trottoirs, dans le métro. Tout ça peut améliorer la vie du quartier. Donc on pense que ce projet pourrait donner un nouveau souffle au quartier. On a une inquiétude et c'est l'inquiétude qui est liée avec le budget de la région. Si le budget de la région ne permet plus de maintenir ce projet dans le futur, on est devant un problème potentiel. Cette inquiétude, on la ressent aussi de l'autre côté du chantier. Là où la transformation a déjà bien commencé. Regardez cette promenade le long du canal. Ces fresques. Ces immeubles de standing. Beaucoup d'argent a été investi. Et dans ce nouveau quartier, certains veulent faire des affaires. Dans cette galerie d'art, on parie sur l'arrivée du voisin Canal. Philippe Berkenbaum rêve d'un quartier dédié aux arts. Il n'y a pas de quartier purement artistique à Bruxelles. Il n'y a pas ce qu'on appelle dans d'autres villes, même Anvers par exemple, ce que moi j'appelle un art district. Un art district, c'est vraiment un quartier qui est connu pour l'offre artistique. Alors c'est présence de galeries, mais aussi de lieux où il se passe des choses artistiques, des expositions, des salons, des foires. Donc le musée est évidemment un moteur. Pour nous, s'il n'existe pas, je ne vais pas parler de catastrophe, s'il ne se fait pas, ça va nous obliger à repenser notre projet. Après ces rencontres, on s'est aperçu que les habitants attendaient ce musée avec impatience. Parce que sur papier, ce projet, il en jette. Canal se rêve comme un musée gigantesque d'art contemporain, c'est-à-dire l'art d'aujourd'hui, axé sur le XXIe siècle. Il se voudra le reflet de la société belge et rassemblera des peintures, des photographies, de la sculpture, des dessins, des vidéos. Canal disposera aussi de l'exceptionnelle collection du musée parisien, le Centre Pompidou, et de ses grands noms de l'art moderne. L'objectif est de devenir une référence en Europe. Mais Canal se voit également comme un prolongement de la ville et voudrait faire entrer dans ses murs tous les Bruxellois. Avec 2 restaurants, une boulangerie, un bar rooftop, des spectacles d'art vivant. Canal se veut une ville culturelle, ouverte sur Bruxelles. Alors pour parler de ce projet ambitieux, on a donné rendez-vous à Yves Goldstein. Et pour qu'il ne soit pas dépaysé, on s'est dit que c'était une bonne idée de réaliser son interview sur le chantier. On a voulu depuis le début, et c'est la mission que le gouvernement m'a donnée, de créer un musée différent,
c'est-à-dire un musée dont le centre de gravité ne seront pas les espaces d'exposition, même si nous construisons un musée avec des salles d'exposition dignes des plus grands musées internationaux, j'y reviendrai certainement, mais un musée dont le centre de gravité sont les espaces publics, gratuits, accessibles, comme une forme de ville dans la ville, un morceau de ville nouveau, dédicacé à l'art et à l'architecture, et nous l'espérons, et en tout cas c'est dans ce sens-là que nous travaillons depuis le début, ouvert au plus grand nombre. Le grand défi de ce projet Canal, c'est comment faire entrer au musée des concitoyens qui ne rentrent jamais d'habitude dans les musées. Cette mission ambitieuse est lancée en 2013. Retour, 12 ans en arrière. Les membres du gouvernement bruxellois sont rassemblés exceptionnellement à la mer du Nord. Une réunion de travail pour marquer les esprits et donner une direction à la politique régionale. Un nouveau ministre-président vient d'être nommé. Le socialiste Rudy Verwoerd remplace Charles Piquet. Nous avons rencontré une ministre de l'époque. Elle était chargée de l'environnement, du climat et de la rénovation urbaine. Evelyn Uijtebroek se souvient. Rudy Verwoerd arrive, oui, après un Piquet qui avait été vraiment là très longtemps, il fallait d'abord montrer que, oui, il était ministre-président d'une coalition qui était très soudée et qui avait du projet. Et donc, on est parti à cette mise au vert avec de l'enthousiasme. Ce jour-là, 2 décisions retiennent l'attention des journalistes. Un nouveau stade national sur le site du Heysel, et nous y voilà, un grand musée d'art moderne et contemporain le long du canal. Un musée d'art contemporain, ça se vend mieux que de faire des logements sociaux le long du canal. On va être très clair, ce n'était pas le point majeur, d'autant plus que, c'était une idée. C'était une idée en projet. Il n'y avait encore rien. Pour concrétiser l'idée, en 2015, la région mise sur un ancien garage. Elle l'achète pour 20 millions d'euros. Ce bâtiment est emblématique. Construit dans les années 30 par Citroën, il est considéré comme le plus grand garage d'Europe. Resté en activité jusqu'au départ de la marque en 2014, il a connu une première transformation expérimentale en musée. Une version brute, avec des œuvres prêtées par le Centre Pompidou. En chantier depuis 5 ans, le garage s'offre aujourd'hui une nouvelle vie. Premier budget annoncé de la rénovation, 150 millions d'euros. Pour comprendre la volonté politique derrière ces gigantesques travaux, on a rencontré le ministre-président en affaires courantes, dans ses bureaux. On crée de l'emploi, on crée de l'activité, on crée de l'attractivité. Et l'idée, précisément, en l'ayant, je dirais, placé le long du canal, c'est aussi l'idée, je dirais, de réinvestir l'autre rive, qui est, je dirais, la zone, je dirais, un peu plus délaissée. Et donc, c'est l'idée que ces quartiers-là, ces zones-là de Bruxelles, il n'y a aucune raison qu'ils soient, je dirais, délaissés ou abandonnés par rapport au développement de politiques qui pourraient apparaître comme des politiques plus élitistes. L'idée, ce n'est pas de faire quelque chose d'élitiste, c'est de faire quelque chose d'ouvert, en fait, et d'ouvert sur les différents quartiers, au niveau scolaire, enfin, au niveau de la population. L'art moderne, l'art contemporain, ce n'est pas uniquement quelque chose qui doit être réservé à une élite. Pour réaliser ses ambitions, le gouvernement va créer une organisation d'intérêt public, la Fondation Canal. Rudy Verwoerd va mettre à sa tête son ancien chef de cabinet, vous le connaissez, Yves Goldstein. Ce dernier est un produit du Parti socialiste. À peine sorti des études, il enchaîne les postes importants dans les cabinets de Laurette Ankelings au fédéral et pour finir à Bruxelles chez Rudy Verwoerd. Alors pourquoi avoir choisi un politique pour diriger un musée ? Il avait marqué un intérêt pour le projet, il l'avait suivi comme directeur de cabinet, il n'était plus directeur de cabinet. Et lors d'une discussion, il a marqué son intérêt en disant, voilà, j'ai l'intérêt de monter le projet. Et donc le mandat qu'il a court jusqu'à, je dirais, l'ouverture du musée. Sous Yves Goldstein sont placés un directeur financier, Baptiste Delauteur,
l'ancien chef adjoint du cabinet Vervoort, PS. Un secrétaire général, Jean-François Lecomte, auparavant chef adjoint d'un cabinet Défi. Pour le côté artistique, Kasia Redzic est débauchée d'un musée anglais réputé. Une direction critiquée à l'époque, car majoritairement issue du monde politique. Je vous pose la question, est-ce que vous ne pensez pas que cette hiérarchie est fort politisée? Non, puisque précisément la directrice artistique, elle a un CV artistique et culturel qui est indiscutable. Donc sur ce point de vue-là, il n'y a pas lieu de critiquer, je dirais, le mélange des genres. Ce sont deux fonctions diamétralement différentes. Bref, l'équipe est mise en place. Le projet est sur les rails. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Sur le chantier, la rénovation stagne. La date d'ouverture du musée est repoussée à plusieurs reprises. Au total, les travaux prennent 3 ans et demi de retard. Les causes avancées par le gouvernement bruxellois, le Covid, la guerre en Ukraine, mais pas seulement. À Investigation, on a demandé à visiter le chantier pour découvrir par nous-mêmes ce qui a posé problème. Notre guide sera Olivier Mailleux, l'entrepreneur. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Géraldine de Brouwer, la directrice du bâtiment, et vous vous en doutez, la personne incontournable, Yves Goldstein. Dès notre entrée, on est impressionné par l'ampleur de l'ouvrage. 42 000 mètres carrés à rénover, c'est gigantesque. 250 ouvriers travaillent ici chaque jour. Et on comprend vite que c'est compliqué de transformer cet endroit en complexe muséal dernier cri. Le garage brut rendait impossible d'exposer un certain nombre d'œuvres, principalement de la peinture, de la photo, du dessin, qui nécessitent des conditions climatiques très strictes, de température et d'humidité, ce qui est impossible dans un lieu aussi ouvert que ce garage. Et donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a choisi le projet des architectes d'Atelier Canal pour transformer le bâtiment. C'est qu'ils ont créé 3 nouveaux bâtiments dans le bâtiment qui nous permettra entre autres d'accueillir les œuvres du Centre Pompidou. En réalité, on a affaire à plus qu'une rénovation. Prenons de la hauteur et regardez. Au milieu du garage, 3 bâtiments tout neufs sont en train de sortir de terre. Le premier, là, c'est le musée d'art contemporain et c'est 12 000 mètres carrés. Celui-là, c'est le futur musée d'architecture et c'est 7 000 mètres carrés. Le dernier, c'est l'auditoire et les bureaux du personnel, 9 000 mètres carrés. Pour les construire, il a fallu déjouer des contraintes compliquées. Concernant l'humidité, par exemple, Investigation apprend qu'une difficulté de taille se trouve sous le musée et a contribué au retard d'une partie du chantier. Imaginez creuser sous la terre une salle en béton en plein milieu d'une nappe phréatique. Alors voilà, ici on arrive dans ce que nous appelons la Lower Room. Donc c'est un espace de 800 mètres carrés qui se situe vraiment presque immergé sous la surface de la Terre. On est plus ou moins à 10 mètres de profondeur. L'eau s'immergeant en permanence dans le trou qu'on a creusé pour rendre cet espace étanche, il fallait tout le temps la pomper, la rabattre à 4 endroits différents, la rejeter dans le canal. Et donc ce travail-là a été fait jusqu'à il y a assez récemment. Les photographies et les œuvres sur papier, qui demandent de la pénombre, pourront être exposées ici. Place au bâtiment emblématique, l'ancien showroom. Là où, sur ces 2 étages, les restaurants vont s'installer. Et là aussi, une mauvaise surprise. La structure tout entière présentait de l'instabilité. Ici, c'est un chantier assez compliqué au niveau de la structure métallique. Donc on peut voir qu'il y a une toute nouvelle structure métallique, des grandes poutres treillis. Donc l'ancienne toiture a dû être enlevée. Il y a également des nouveaux étages qui ont été faits ici avec une structure mixte acier-béton. En clair, toute la structure a été démontée pour être ensuite reconstruite. On
on a pu se rendre compte que les fondations des colonnes métalliques existantes étaient vraiment fort corrodées, plus abîmées que ce qu'on pouvait déceler. Il fallait faire des gros terrassements pour s'apercevoir. Et donc on a dû réaliser des massifs de fondation à chaque pied de colonne. Sans compter les nombreuses verrières, renforcées et désamiantées au-dessus de ces rues qui seront ouvertes au public. Dernière étape, et non des moindres, ces milliers de vitres qui entourent le bâtiment. Elles ont toutes été démontées, puis équipées d'une technologie de pointe. Et donc il a été décidé de travailler avec des vitrages ultra performants, donc c'est 2 lames de verre avec du vide au milieu qui permettent d'atteindre les mêmes performances qu'un double voire d'un triple vitrage avec l'épaisseur d'un simple vitrage. Et bien sûr, on a posé la question. Avec les retards, les techniques utilisées et les surprises, le budget initial a-t-il été respecté? On a dépensé combien à ce stade dans le musée? Alors, aujourd'hui, je l'ai dit, on a une enveloppe fermée depuis 2017 qui est de 125 millions d'euros de travaux. 125 de travaux, 25 d'études, dont les honoraires des architectes. 150 millions, auxquels le gouvernement nous a octroyé 22 millions pour l'inflation, ce à quoi il faudra rajouter le reste de l'inflation. En conclusion, le coût total, encore provisoire, est de 230 millions d'euros. 80 millions de plus qu'au départ. Une hausse causée par l'ajout du mobilier, de la TVA et surtout de l'inflation. 45 millions de ce montant sont encore en attente de validation par le futur gouvernement. Sur les bancs politiques, les retards et l'ampleur de la rénovation font grincer des dents. Pierre-Yves Lux est un ancien député bruxellois, écolo. Lors de la précédente mandature, il a suivi de près ce dossier. C'est effectivement un chantier titanesque, un chantier pharaonique, je pense qu'on peut le dire. C'est une volonté effectivement d'avoir un projet modèle, d'avoir quelque chose qui brille. Et je pense que là, c'est une erreur. Aujourd'hui, on se rend compte que les délais ont été rallongés, les budgets ont été largement dépassés. Il y avait la possibilité, de mon point de vue en tout cas, d'avoir un projet plus sobre que celui qui est proposé aujourd'hui et qui n'a pas encore permis d'ailleurs l'ouverture du musée. Des inquiétudes d'un député. Parce que les comptes de la région sont depuis plusieurs années dans le rouge. L'une des personnes qui connaît bien cette situation travaille à l'Université libre de Bruxelles. Magali Verdonk est experte en finances publiques. Les finances ne vont pas trop bien à Bruxelles, c'est une évidence. On est arrivé à un stade où l'endettement est de plus de 200% du montant annuel des recettes de la région. Donc même si elle arrêtait de dépenser le moindre cent, il faudrait plus de 2 ans pour rembourser sa dette. Et pour donner une idée, au-delà de 100% d'endettement, tout le monde commence à faire attention, les marchés financiers en particulier. 150%, il y a des petits signaux d'alerte qui se mettent en route, mais 200% de recettes annuelles, là c'est vraiment un stade où on ne peut pas nier, on ne peut plus ne rien faire. Pour être précis, le taux d'endettement de la région bruxelloise devrait dépasser les 240% cette année. À titre de comparaison, ce taux sera d'environ 190% en Wallonie et seulement 85% en Flandre. Dans ce contexte, une institution s'inquiète. Lors de notre enquête, nous avons mis la main sur un document confidentiel de l'Inspection des finances. Elle est chargée d'analyser les dépenses du gouvernement. Cet avis, non contraignant, est envoyé en mai 2023 au ministre-président. Ce passage concerne les travaux. Il semble qu'aucune estimation fiable du coût final des travaux soit actuellement disponible, ce qui représente potentiellement un risque majeur pour les finances de la région de Bruxelles-Capitale. Un budget qui, nous l'avons vu, a été largement dépassé. Au-delà des travaux, les conclusions de l'avis remettent en cause l'ensemble des subsides du projet Canal. Mais en juillet 2023, devant les parlementaires, Rudy Vervoort balaie littéralement l'avis et discrédite son auteur. C'est un jeune inspecteur des finances, donc je crois qu'il vient de terminer son stage. Et donc, franchement, on ne peut que l'encourager à affiner un peu
son examen est de rester dans le cadre de ce que l'inspection des finances. Ce jour-là, le député MR, Gaëtan van Guatsenoven, est dans l'hémicycle. Pour lui, les propos du ministre-président ne passent pas. J'ai jamais entendu une remise en cause donc d'une institution de cette nature avec une aussi grande brutalité. Mais fondamentalement, c'était de leur dire « vous êtes des imbéciles ». Vous ne savez rien, vous n'avez rien compris, ni à l'engagement du personnel, ni au coût de gestion, ni à rien, quoi. Donc. Et donc, j'ai trouvé ça extrêmement brutal et péremptoire. Et donc, je crois que lorsqu'il y a des remises en cause aussi importantes, venir dire tout ça n'est qu'en lien avec l'incompétence, c'est un peu rapide. Ça aurait dû sans doute inciter le gouvernement bruxellois à revenir, en tout cas de façon plus régulière, vers le Parlement pour nous rassurer quant à la véracité, en tout cas, de leur analyse. Du côté du parti écolo, on partage également l'incompréhension. Je retiens aussi que l'avis des finances, de l'inspecteur des finances, connaît précisément bien la situation budgétaire de la région et questionnait la capacité de la région bruxelloise dans le contexte budgétaire qu'elle connaissait à l'époque et qui s'est aggravé aujourd'hui, donc la capacité de ces pouvoirs publics bruxellois d'assurer la suite du financement de ce projet canal. Alors, à investigation, on a voulu rencontrer cet inspecteur des finances. Et il a accepté, mais sans caméra. Le rendez-vous est fixé dans ses bureaux, situés dans une tour, au 27e étage. Une rencontre exclusive. L'institution ouvre rarement ses portes aux journalistes. Nous sommes en compagnie du jeune inspecteur et du chef de corps, le responsable de toute l'institution. S'ils refusent de commenter les critiques du ministre-président, ils assument en revanche le contenu du rapport, réalisé selon eux, sur base des données disponibles. Ils reconnaissent toutefois que certaines formulations ont pu paraître excessives, mais ne contredisent pas leurs conclusions, notées sur le document. L'avis reste défavorable. Pourquoi le ministre-président n'a pas tenu compte des mises en garde? On lui a posé la question. Alors, il y a un rapport des inspections des finances que vous avez reçu en 2023. Oui. Quand je vous le donne, qu'est-ce que... Non, vous ne voulez pas le regarder? Ben non, mais je le connais. Oui. Et qu'est-ce que vous en pensez de ce rapport? Mais j'étais un peu critique par rapport à ce rapport, d'autant plus que l'inspection des finances, l'institution, a participé à une série de décisions et qu'elle a validées. Ici, c'est un nouveau inspecteur des finances et qui, je pense, est un petit peu sorti de son rôle. Son rôle, c'est de voir si effectivement la légalité des dépenses. Ici, je pense, si ce rapport-là, il y a quelques considérations sur l'opportunité de la décision. Et je pense que ça... Voilà, chacun doit être dans son rôle. Vous ne prenez pas considération de cet avis d'inspecteur des finances, de l'inspection des finances à l'époque? C'est pas question Comment vous recevez en fait? C'est pas question de prendre ou pas prendre en considération. La question, c'est effectivement de poursuivre l'exécution d'une décision qui a été prise. Allez, c'est comme pour dire, tiens, bon, ah oui, dans le fond, c'est vrai, il a raison, on va arrêter le chantier. Autrement dit, Canal est un choix politique validé par le gouvernement et ne doit pas être remis en question. Du côté des autorités, certains cherchent encore à discréditer l'auteur de l'avis en pointant ses affinités avec le MR. Mais les conclusions du document ont bien été validées par la direction de l'inspection des finances. Mais pour Canal, la facture ne s'arrête pas aux travaux. Pour être un musée, il faut une collection, des œuvres de qualité. Surtout si l'on veut devenir une référence internationale. Un défi tout aussi compliqué parce que la région partait de zéro. C'est pourquoi la Fondation Canal a commencé à acheter des œuvres d'art contemporain. Et pour découvrir ses premières acquisitions, il faut se rendre en périphérie bruxelloise. Alors dites-moi, on est où? Laia Lozano-Lopez s'occupe du suivi des pièces. Détrompez-vous, toutes ces caisses autour de nous ne font pas partie de la collection. Les œuvres qui nous intéressent sont dans ce box. Ici, on conserve l'entièreté de la collection dans ces caisses, des emballages en soft, etc., dans les meilleures conditions climatiques possibles. Au total, comptant cette loge, mais aussi l'espace à la mezzanine, on est sur une totalité de 160-170 mètres carrés. Ce qui n'est pas beaucoup. Ce qui n'est pas beaucoup aujourd'hui.
Impossible d'ouvrir ces caisses pour nous, puisque chaque ouverture coûte des centaines d'euros, nous dit-on. Car elle revient tout juste d'un prêt, la seule œuvre que l'on verra aujourd'hui, n'y voyez pas de message caché, c'est ce bras d'honneur, réalisé en 2005 par l'artiste bruxellois Walter Swenen. Chaque année, le budget d'acquisition est de 250 000 euros. Jennifer Bollois est la directrice de la collection. Avec ce budget, ça nous permet néanmoins de constituer une collection qui grandit chaque année. Là, pour le moment, on fait l'acquisition d'une douzaine d'œuvres par an avec ce montant. Il y a évidemment toute une série de discussions, de réflexions. On cherche à trouver un équilibre entre des artistes plus émergents et des artistes qui ont une renommée plus importante et donc aussi des coûts peut-être en termes d'acquisition qui sont plus importants. Mais voilà, ça nous permet quand même, c'est un beau budget qui nous permet de créer petit à petit cette collection qui est le patrimoine de la région bruxelloise et on l'espère permettra à son rayonnement culturel. À ce stade, il y aurait une centaine de pièces dans la collection. Pas suffisant, vous l'aurez compris, pour remplir 12 000 mètres carrés de salles d'exposition. Mais rassembler une collection d'art contemporain, ça prend beaucoup de temps et de l'argent. Consciente du problème, la région a cherché des partenaires. Le plus évident était l'État fédéral, parce qu'il possède une fabuleuse collection. Dans les musées royaux des Beaux-Arts, certains chefs-d'œuvre du fédéral refont surface. Mais beaucoup dorment encore dans les réserves. Alors, pourquoi ne pas les exposer à Canal? On aurait voulu en discuter avec le directeur des Beaux-Arts, mais il a refusé. Le sujet est sensible. Le député MR, Gaëtan van Guatsonhoven, quant à lui, interprète cet échec par une volonté délibérée de la direction de Canal. Je crois, en tout cas c'est ma conviction, il y a une volonté évidemment de garder l'objet Canal dans des mains réduites et de ne pas faire entrer des partenaires qui pourraient en quelque sorte remettre en cause la gouvernance interne de l'objet Canal. En 2013, Yves Goldstein a pourtant bien négocié avec le pouvoir fédéral. Mais l'arrivée au gouvernement de la NVA a fait échouer les discussions. Le gouvernement s'est trouvé devant la question de stop ou encore. Est-ce que comme le fédéral se retire du jeu, est-ce qu'on arrête? Ou est-ce qu'on continue? Et si on continue, avec qui? Et de là est venu le début des discussions et des dialogues avec le Centre Pompidou. À cause de ce problème communautaire, Canal se tourne donc vers la France. Le projet peut continuer grâce à un partenariat. Le Centre Pompidou, ce n'est pas n'importe quoi. C'est la plus grande collection d'art moderne et contemporain d'Europe, avec près de 150 000 œuvres. Une institution réputée partout dans le monde. En ce moment, le musée parisien est en plein déménagement. Le bâtiment se prépare à d'importants travaux de rénovation. Alors, les salles se vident progressivement, les tableaux et les sculptures partent pour les réserves ou vers d'autres musées. On s'est procuré la convention conclue entre Canal et Pompidou. Et ce qui est moins séduisant, c'est qu'en fait, le partenariat est payant. Il coûte 10 millions d'euros sur 5 ans après l'ouverture, avec une phase de préparation payante, elle aussi. À ce stade, 2 500 000 euros ont déjà été versés, alors que Canal n'est pas encore ouvert. On a pris rendez-vous avec la directrice générale du Centre Pompidou. Avec cette somme, le Centre Pompidou prépare des expositions semi-permanentes, des displays, c'est-à-dire comme si c'était des collections permanentes, mais qui tournent tous les 18 mois. Il y en aura 3 pendant les 5 ans. Et également des expositions temporaires qui peuvent piocher dans notre collection ou de photos, ou de dessins, ou être thématiques, ou une monographie d'artistes modernes. Plus, évidemment, on continuera à accompagner l'équipe en expertise, mais les équipes en Belgique sont maintenant assez nombreuses, très qualifiées, bien formées,
Et donc le travail d'accompagnement, il se poursuit, mais il sera quand même de moindre envergure. Selon les termes du partenariat, 4 personnes du Centre Pompidou travaillent pour Canal à temps plein. Mais quels sont exactement leurs rôles? Et donc on a au Centre Pompidou, en effet, l'équivalent de 4 personnes qui travaillent soit sur le programme artistique, soit sur la programmation, la production des expositions. Même quand un musée est encore fermé. La coordination. Oui, je sais que c'est parfois difficile à comprendre, et dans les partenariats qu'on noue à l'international, souvent en face, on met du temps à expliquer que préparer un projet de cette envergure, ça prend beaucoup de temps, mais c'est une réalité. Et donc c'est arrangeant finalement qu'on a 4 ans de retard, ça permet plus de temps encore pour aboutir. Je ne sais pas si c'est arrangeant, mais on s'en accommode en tout cas. Mais surtout, Canal peut bénéficier du nom et d'une partie de la collection Pompidou. On a essayé de savoir quelles œuvres, mais le secret est bien gardé. Peut-être ce gigantesque tableau d'Andy Warhol. Un peu plus loin, derrière cette porte, peut-être ce Chagall ou ce Fernand Léger. Ou bien même ce canapé monumental devenu sculpture, ou certaines de ces caisses qui renferment les chefs-d'œuvre modernes de la collection Pompidou. Mais il y a aussi le contemporain. Ces installations qui interpellent, parfois monumentales. Pour obtenir les plus belles, Canal sera en concurrence avec d'autres antennes de la constellation Pompidou. En plus de Bruxelles, le musée parisien a signé des partenariats déjà en cours ou à venir avec Malaga, Metz et 5 autres endroits dans le monde. À Bruxelles, certains ne comprennent pas cette collaboration avec l'étranger. Le Wils est une institution, installée à Forêt depuis près de 20 ans. Cette ancienne brasserie est transformée en centre d'art contemporain. Le bâtiment est fermé au moment de notre tournage. Les équipes remballent l'exposition précédente. Le directeur de ces lieux depuis les débuts, c'est lui, Dirk Snauwaert. Ce personnage emblématique du milieu artistique bruxellois juge le partenariat de Canal avec les Français très sévèrement. Pourquoi ils sont allés voir un des musées les plus bureaucratiques du monde, c'est-à-dire le Centre Pompidou à Paris. On a une tradition, on a des artistes, on a des collectionneurs, on a des collections. Pourquoi est-ce que Bruxelles n'essaye pas de définir en fait sa particularité? Pourquoi aller être dépendant de schémas académiques à la française, à la parisienne? On a toujours soutenu que même les surréalistes belges n'ont rien à voir avec les surréalistes français. L'art conceptuel belge est tout à fait différent que l'art structuraliste français. L'art contemporain belgique est quand même particulier par rapport à la scène française. Donc on ne doit pas dupliquer et on ne doit surtout pas être juste un reflet de miroir. Lors de nos recherches, ces critiques, comme celles de Dirk Snauwaert, on les a entendues à plusieurs reprises. On a entendu aussi des questionnements, des réserves. Mais peu de gens ont voulu témoigner. Le monde culturel bruxellois est un petit milieu. Pour y répondre, Canal a joué la carte de la transparence. Les équipes nous ont ouvert les portes et ont organisé pour nous une réunion avec ceux qui préparent les expositions. Comme le musée n'est pas ouvert, ils élaborent les parcours sur des maquettes. Ici tout va bien, on n'a pas besoin de rotation. Je me demande si on met Annabella ici ou bien si on choisit l'animation sur l'explosion atomique. La chef d'orchestre est Kasia Redzic, la directrice artistique. Elle a un CV impressionnant. Elle a collaboré avec une dizaine de musées à travers le monde. Le Tate Modern de Londres est le plus connu d'entre eux. L'artiste est de retour en Belgique, donc si on a des questions, on peut la rencontrer. Pour elle, travailler avec la collection du Centre Pompidou est une chance. Et elle se défend concernant le manque de vision bruxelloise. Oui, nous savons qu'il s'agit d'une collection parisienne. Elle vient avec certains récits déjà intégrés à l'institution, qui n'est pas la nôtre et qui n'est pas implantée dans cette ville. Mais en adoptant une approche thématique, j'espère que nous parviendrons à l'ancrer localement.
Pour la première présentation, nous avons en fait pris le canal de Charleroi, donc le lieu même de notre implantation, comme point de départ. Nous nous intéressons au commerce, à l'industrialisation et à l'effet que cette voie commerciale a eu sur la ville. La directrice artistique semble bien connaître les lourdeurs administratives des gros musées. Bien sûr, il y a une bureaucratie et des contraintes institutionnelles. Cela peut être difficile, mais en tant que personne ayant travaillé dans un grand musée et connaissant les procédures liées aux collections, il m'est assez évident de savoir comment m'y retrouver. C'est donc quelque chose à quoi je m'attendais et je pense que mon expérience, combinée à celle du Centre Pompidou et à la collaboration avec différents partenaires, nous permet de bien nous en sortir. Toute bureaucratie ou institution comporte des défis et Pompidou est une immense institution. Mais rappelez-vous, l'idée de s'adresser à cette énorme institution, c'est Yves Goldstein qui l'a eue. Et les critiques, il ne veut plus en entendre parler. Il soit parisien, il soit new-yorkais, il soit japonais, il soit congolais, peu m'importe. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez incroyable dans ce pays, dans cette ville. C'est de trouver incroyable et d'une vitalité dingue le fait d'avoir une ville d'une dynamique qui est entre autres liée à sa diversité, où le monde est le bienvenu, et dès qu'on travaille avec ce monde, ça devient un problème. Moi, je pense que le travail avec le Centre Pompidou est surtout une reconnaissance de ce que Bruxelles compte. Et ce projet a beau être construit avec le Centre Pompidou depuis le début, il est un projet fondamentalement ancré dans Bruxelles. On est le seul projet que le Centre Pompidou fait où il y a une équipe artistique de curateurs, de programmateurs, ici, à demeure, dans le lieu qui crée le projet. Le partenariat avec Pompidou est supposé s'arrêter 5 ans après l'ouverture. Il pourra ensuite être renégocié ou non. Avec, à nouveau, cette question, comment remplir ces salles d'exposition permanente? Il reste maintenant à aborder un point primordial. Un autre élément qui fait monter la facture de la région. Les frais de fonctionnement de Canal. Un poste de dépense récurrent, année après année, qui pèsera sur les finances publiques. Le montant fixé actuellement est de 35 millions d'euros par an. Pour payer le personnel, gérer le bâtiment, organiser les expositions, etc. Un montant, une nouvelle fois, qui hérite l'ancien député Pierre-Yves Lux. Son parti, Écolo, était pourtant membre du gouvernement lors de la signature du contrat de gestion. Dans le contexte budgétaire qu'on connaît, avec des institutions artistiques et culturelles qui aujourd'hui étirent la langue compte tenu du manque de financement qui les connaît, avoir effectivement des dotations de fonctionnement de l'ordre de 30 à 45 millions d'euros par an, ça n'est pas assez sobre à mon goût en tout cas. Ce n'est pas la seule réserve exprimée. L'inspection des finances, elle aussi, se montre sceptique. Dans l'avis transmis au gouvernement, on peut lire « D'une manière générale, les hypothèses et prévisions sur lesquelles se base le projet de contrat de gestion constituent un scénario maximalisant l'intervention de la région. » En clair, la Fondation Canal miserait bien trop sur les finances de la région. Mais le gouvernement choisit de ne pas suivre cet avis et demande à la Fondation Canal de commander un audit externe pour valider son modèle économique. On s'est procuré ce document. Les consultants y analysent les hypothèses de l'équipe de la Fondation Canal. Par exemple, attirer environ 550 000 visiteurs par an grâce à ces expositions, événements d'art vivant et autres événements nous semble raisonnable. Concernant le personnel engagé à Canal, l'hypothèse de 115 équivalents temps plein, ramené à 110 dans la dernière version du modèle, est cohérente. Et selon les auditeurs, le budget ne nous semble pas incohérent au regard des premières analyses. En d'autres termes, les conclusions sont ici positives. Ils ont audité les chiffres qu'on avait mis, ils en ont conclu que le business plan était sérieux, crédible et accurate, et comment vais-je dire, maintenant je parle comme Jean-Claude Van Damme, et approprié à l'ambition de ce projet. En disant que l'ambition pourrait même être poussée un curseur plus loin en termes de programmation, mais que ça signifierait du coup des nouvelles recettes, soit par subside, soit par recettes propres, mais en tout cas qu'on pouvait même aller plus loin dans l'exploitation de ce bâtiment en termes d'ambition. À ce stade,
Cet audit valide le modèle financier, avec un peu plus de 35 millions d'euros par an de subsides et avec 15 millions d'euros de revenus générés par les restaurants, la billetterie et d'autres activités. 15 millions de chiffre d'affaires de recettes propres, c'est l'ambition que le gouvernement nous a donnée. C'est beaucoup. C'est aussi une ambition, mais ce projet est ambitieux à de multiples égards et de multiples paramètres. Mais oui, c'est un chiffre d'affaires qu'on veut réaliser et donc on espère un résultat bénéficiaire sur ces 15 millions de chiffre d'affaires entre 3 et 5 millions d'euros. Et c'est ces 3 à 5 millions d'euros qui vont être reversés à la Fondation Canal pour finaliser, entre autres, nos besoins financiers en termes de programmation culturelle et artistique et des publics dans ce bâtiment. Un autre argument invoqué par le directeur pour défendre son modèle, ce sont les retombées économiques. Chaque euro public investi crée de l'emploi à Bruxelles. Les études démontrent qu'en emploi indirect, on devrait aller entre 700 et 800 emplois indirects créés. Emplois indirects dans l'ORECA, les hôtels, les cafés, les restaurants, la mobilité, le shopping à Bruxelles, créés en emploi direct par la venue de gens supplémentaires dans la ville grâce à Canal. Vous parliez de 1000 pendant la conférence. Donc les 110, plus les 200 à 300, plus 700 à 800, on est même un peu plus au-dessus de 1000. Emplois directs, indirects et induits. Donc oui, au total, tous ces emplois-là, Canal devrait créer autour de 1000 emplois directs, indirects et induits dans les premiers mois et les premières années de sa création. On a voulu comprendre ces chiffres. Alors, on s'est penché sur une étude récente réalisée par Magali Verdonck, l'experte en finances publiques. D'après celle-ci, un emploi subsidié dans un musée à Bruxelles crée 1,7 emplois à l'extérieur du musée. Si on applique ce modèle de calcul à Canal, on devrait plutôt obtenir un total de 300 nouveaux emplois. Les estimations du directeur paraissent donc optimistes. De manière générale, l'experte regrette un manque d'études approfondies sur l'impact d'un tel investissement. Il y a eu des analyses de différentes sortes, mais pas une véritable analyse coût-bénéfice. On dirait que ça coûte autant sur le long terme, ça rapporte autant en termes d'emploi, fiscalité, etc. Ça, il n'y a pas cet exercice, pas de manière complète. Ni sur le musée, ni sur quasiment aucun autre investissement public. C'est un exercice complexe. Mais pour savoir si cet investissement-là vaut mieux qu'un autre, le métro ou autre, c'est une analyse très complexe. Mais en attendant, l'arrivée du paquebot Canal et de ses millions déséquilibre, selon certains, le monde culturel bruxellois. Yves Bernard est l'ancien directeur d'un centre d'art visuel situé le long du canal. Il y a quelques années, il s'est battu pour une aide de la région pour finir les travaux de son centre. Il demandait 100 000 euros. Il y avait quelque part une inégalité de traitement entre notre projet qui rentrait parfaitement dans la politique de développement voulue par la zone Canal et le projet Canal Pompidou où on me disait « Ah non, mais Canal Pompidou, on ne touche pas à ça, non, on ne discute pas. » Voilà. Donc c'était quand même interpellant. Pour l'ancien directeur du Centre d'art audiovisuel IMAL, le milieu culturel bruxellois n'a pas été associé, ni consulté par le monde politique. C'est un projet top-down, voulu par le ministre Vervoort. Ça part du haut, OPS, et c'est imposé comme ça à tout le monde. Et le problème, ce sont les moyens qui sont absolument démesurés par rapport aux capacités de la région bruxelloise. 35 millions par an, la seule région bruxelloise pour faire fonctionner Canal. C'est du subside, 35 millions par an. Vous imaginez, il n'y a pas un musée fédéral qui a un budget pareil. Yves Bernard n'est pas le seul à se poser des questions sur le budget. Dans le centre d'art contemporain, le WILS, la structure fonctionne avec un peu plus de 3 millions d'euros par an. Dans ce contexte, le directeur s'interroge, entre autres, sur les 110 personnes qui seront engagées dans le modèle Canal. Si je compare mon équipe et l'équipe que Cacha a pu se constituer, c'est impressionnant. Mais ils sont 10 fois plus que n'importe quelle autre maison dans la région. Mais ils ne sont pas ouverts, donc que font-ils? Et comment faut-il nous légitimer vis-à-vis de nos équipes que nous ne sommes pas capables d'embaucher quelqu'un de plus, mais que là, par exemple, pour chaque département, il y en a 5.
le Wills emploie un peu moins d'une vingtaine de personnes. Face aux critiques et aux difficultés économiques de la région bruxelloise, la Fondation Canal pourrait réduire son utilisation d'argent public. Yves Goldstein se contenterait finalement de 29 millions au lieu de 35. Moi, j'ai seulement, avec des équipes, chiffré le montant en dessous duquel, si on allait en dessous duquel, on remettrait véritablement en cause l'ADN de Canal. C'est-à-dire qu'en dessous de 29 millions d'euros, je dois sacrifier les projets des publics, par exemple, pour amener tout ce public qui ne rentre pas dans les musées. Si je descends en dessous de 29 millions d'euros, je dois sacrifier un certain nombre d'expositions pour des artistes émergents de Bruxelles. Et donc, en dessous de ça, on fait des choix. Il y a des choses qu'on ne va pas faire qui étaient prévues. On va peut-être ouvrir dans une amplitude moins importante que ce qui était prévu à cause de ces choix budgétaires. Mais ce que je ne veux pas sacrifier, c'est l'ADN de ce projet qui se construit depuis 8 ans. Et on a jaugé qu'en dessous de 29 millions, on commençait à sacrifier cet ADN. Le prochain gouvernement bruxellois devra se positionner sur ces futurs subsides. Et nous, à Investigation, on a voulu savoir si un autre modèle, mobilisant moins d'argent public, pouvait réussir son pari. On est retourné dans la capitale française, dans ce centre d'art contemporain, le Palais de Tokyo. En 2023, 635 000 visiteurs ont franchi ses portes, plus que les 550 000 qu'espère Canal chaque année. Et pourtant, le Palais de Tokyo se contente de moins d'argent public. Dans son rapport d'activité, en 2023, l'institution a reçu un peu plus de 8 millions d'euros de l'État, loin des 35 ou même des 29 millions de Canal. Selon son président, le Palais de Tokyo a réussi à développer des revenus propres très rentables. Le Palais de Tokyo a été un peu pionnier dans cette idée d'un lieu qui a des activités qui rapportent aussi d'une certaine manière, qui rentrent dans son budget, et notamment les activités de privatisation des espaces, d'accueil d'entreprises. Privatisation, on appelle ça aussi hospitalité. C'est aussi d'autres activités qui participent en fait à la vie du lieu. Et ce, grâce à l'allocation des espaces pour des événements privés, à la boîte de nuit, au restaurant, à la librairie. Le modèle est aussi différent. Le palais n'a pas de collection et privilégie les expositions temporaires. Elles prennent place dans ce bâtiment 2 fois moins vaste que celui de Canal à Bruxelles. Ce modèle économique est étonnamment assez stable depuis 20 ans. Il me semble que ce modèle hybride, au contraire, est probablement une force du Palais de Tokyo. Ça assure d'abord des continuités, ça assure aussi une diversité, je dirais, des financements. Nous, je dirais qu'on a un rôle plutôt de prospection. On a un rôle pionnier. On a un rôle où on doit prendre des risques. On n'est pas toujours sûr de ce qu'on fait. C'est ça qui est très beau dans ce qu'on fait. On est en train d'écrire peut-être l'histoire de demain qui sera celle des musées. Le Palais de Tokyo est ouvert depuis plus de 20 ans et est reconnu à l'international. Devenu au fil du temps une référence qui s'est investie d'une mission sociale, celle d'être ouverte à tous les publics, même ceux qui ne viennent jamais au musée. Sur ce point, le projet du Palais de Tokyo et celui de Canal semblent se répondre. Retour à Bruxelles pour une dernière question à Yves Goldstein. Le musée Canal est-il trop cher ? D'abord, il faut bien s'entendre sur ce que ça veut dire, c'est cher. Pour vous, c'est quoi cher ? Cher, c'est par exemple qu'une exposition à la Fondation Louis Vuitton à Paris, c'est 2 ans de programmation de près de 35 expositions que va faire Canal ici. Donc c'est pas cher, Canal ? Alors, je sais ce que vous voulez me faire dire. Et reprendre dans l'interview où je vous dirais que c'est pas cher pour dire voilà, Yves Goldstein est hors sol et il ne comprend pas les difficultés financières de la région. Donc je ne vous dirai pas que c'est pas cher. Je dis simplement que dépenser 0,4% du budget annuel de la région pour doter Bruxelles d'un instrument culturel, artistique et sociétal que énormément de villes à Bruxelles, en Belgique, en Europe et dans le monde vont nous envier, permettant de faire un vrai projet de fond sur le vivre ensemble
et d'être par ailleurs une scène pour cette vitalité du monde artistique contemporain à Bruxelles, non, pour tout ça, ce n'est pas trop cher. Et puis vous allez garder que ce n'est pas trop cher. Vous l'aurez compris, on a laissé le passage en entier. Quoi qu'il en soit, les grues poursuivent leur balai. Les ouvriers sont à l'ouvrage. Dans les bureaux, les experts de l'art contemporain finalisent les expositions à venir. Un double chantier pour offrir à Bruxelles un instrument culturel XXL. L'ouverture est prévue pour la fin 2026. Et pour cet homme, un défi plus grand encore se profile. Réussir son pari, celui de faire entrer dans ce lieu ceux qui l'ont financé, c'est-à-dire tous les Bruxellois.